Mardi 9 janvier, bienvenue à tous. Qui sont ces jeunes Ivoiriens qui ont bénéficié de financement du programme Jeunesse initié par le gouvernement? Où en sont-ils après une année dédiée à la jeunesse en Côte d'Ivoire? Nous vous proposons dans ce journal de suivre quelques jeunes dont le quotidien est tout autre grâce au financement et à l'accompagnement qu'ils ont reçu. D'autres opportunités d'emploi pour au moins 1250 jeunes dans le district autonome de Yamoussoukro grâce à l'ouverture d'une usine de transformation de noix de cajou d'une capacité de 20 000 tonnes par an grâce à la coopération entre l'Inde et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, pays hôte de la CAN 2023, est prête à réserver un accueil chaleureux aux joueurs supporters en provenance des 24 pays qualifiés. Et à quelques 4 jours de l'ouverture de la compétition, la Sodexam rassure, la pluie ne va pas gâcher cette fête du football. Elle sera plutôt modérée selon les dernières prévisions. Et puis en France, Gabriel Attal quitte le ministère de l'Éducation nationale pour Matignon. Il a été désigné Premier ministre par le président Emmanuel Macron ce mardi. Bonsoir à tous. Le programme Jeunesse du gouvernement ivoirien continue de se déployer. À l'heure du bilan pour l'exercice 2023, nous avons rencontré quelques jeunes qui ont bénéficié de financement et qui ont pu monter des activités qui aujourd'hui leur rapportent de l'argent. Nous vous proposons donc de suivre leur parcours dans ce reportage signé Alexis Ouedraogo. Kevin Cessé a 30 ans. En 2018, il a une idée, mettre sur pied une plateforme numérique spécialisée dans le dépannage d'urgence et les travaux de bâtiments. Il est très souvent compliqué de pouvoir trouver un bon plombier, un bon électricien pour de petites pannes à domicile. Même lorsque nous en trouvons, nous n'avons pas d'informations sur la qualité du service qui est délivré par cet artisan-là. On n'a pas d'informations sur la transparence, sur le prix en fait que ces artisans pratiquent. Donc c'est ces questions-là que vient résoudre mon artisan. Pour étendre son activité, Kevin bénéficie d'un soutien de taille, celui du gouvernement de Côte d'Ivoire via l'agence Emploi Jeunes. On a aujourd'hui plus de 700 artisans dans notre réseau. On a des contrats de maintenance avec de grosses boîtes. Les artisans de notre réseau ont des revenus qui ont cru de 30%. Nous avons bénéficié d'un financement de l'agence Emploi Jeunes pour accélérer les opérations, notamment sur l'offre aux artisans, sur également la communication, etc. Combien ? Un financement de 20 millions de francs CFA. À ce jour, Kevin emploie plus de 7 personnes et il n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Cap sur Marcory. On va te donner une option. Nous avons rendez-vous avec Rebecca. Anciennement dermo-conseillère en pharmacie, elle relève en 2020 le défi de se lancer à son propre compte. En 2023, avec l'appui de l'agence Emploi Jeunes, elle réussit à diversifier ses affaires. Aux côtés de son magasin de cosmétiques, elle ouvre un spa qu'elle souhaite agrandir et un restaurant, avec pour ces 3 sites cumulés, une dizaine de personnes employées. Pour mes amis que je connais, je leur dis que cette histoire de financer la jeunesse, ce n'est pas une question de parti politique. Mais si vous avez un projet, vous déposez, vous partez, vous inscrivez d'abord sur le site de l'emploi jeune, vous déposez le projet. Si le projet est bon, ils vont vous appeler et puis vont vous financer. Mais vous restez au quartier pour dire que non, ils font par connaissance. Que moi, je ne connaissais personne là-bas quand j'ai déposé. Des actions concrètes du gouvernement au profit de la jeunesse, mais qui restent souvent méconnues de bon nombre d'entre eux, comme ici, dans ce maquis de quartier. Les avis d'Armel et de ses amis divergent sur la réalité du programme gouvernemental mis en œuvre pour les jeunes. Moi, en tant qu'un jeune du pays et puis en tant qu'un citoyen, je n'ai jamais reçu de fonds. Donc, pour ma part, je vois que ce n'est pas une réalité. Voilà. C'est ce qui a été dit, mais c'est ce qui n'a pas été fait. Vous êtes connecté? Oui, bien sûr. Il faut taper Emploi Jeune. Ok. C'est la page. Vous voyez l'agence Emploi Jeune. Vous lisez, il y a des informations dessus. Ouais, je vois. Est-ce que tu t'es déjà allé sur cette page? Non, c'est ma première fois de voir la page. Non, on va essayer de s'inscrire et puis voir la suite.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les 361 milliards prévus pour l'année 2023, il y avait 3 axes précis à couvrir. Premièrement, l'accélération de la formation, de l'insertion professionnelle et la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Deuxièmement, le renforcement de l'engagement citoyen et de l'éthique sociale de la jeunesse. Et enfin, en troisième point, l'amélioration des conditions d'épanouissement et de bien-être des jeunes. Pour l'axe 1, ce sont à ce jour 500 000 jeunes impactés par les dispositifs de l'école de la deuxième chance, par l'insertion professionnelle et par le financement de programmes et projets d'entrepreneuriat. Kevin, Rebecca et ces nombreux autres jeunes bénéficiaires des financements mis en place par le gouvernement ont eu pour mérite de s'être informés sur les procédures et d'avoir produit des projets sérieux. Et bonne nouvelle, la porte reste ouverte pour 2024. Et nous prenons la direction du village de Louloukro dans le district autonome de Yamoussoukro. Des jeunes vont aussi y bénéficier d'opportunités d'emploi. Une usine de transformation de noix de cajou est sortie de terre. D'une capacité de 20 000 tonnes par an, elle offre une possibilité d'emploi direct à 1250 personnes. Cette infrastructure est née de la coopération entre l'Inde et la Côte d'Ivoire pour un investissement de 12 millions de francs CFA. Kader Sogodogo. Louloukro, village situé à une vingtaine de kilomètres de Yamoussoukro, ici est sorti de terre une usine de transformation de noix de cajou. Un investissement de 12 milliards de francs CFA du groupe indien Kawalman, démontrant ainsi les bonnes relations qui existent entre la Côte d'Ivoire et l'Inde. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la production vivrière, Kobena Kwasi Adjoumani, vient pour son inauguration. Le groupe veut surtout contribuer à l'essor d'une économie forte dans le domaine agricole en Côte d'Ivoire. L'inauguration de l'usine n'est pas seulement une célébration d'une nouvelle installation, mais un symbole de résilience, de croissance, d'engagement. Nous sommes prêts à avoir un impact significatif dans le secteur agricole, contribuant au développement économique de la Côte d'Ivoire. Le Conseil coton Anacad se réjouit de l'ouverture de cette usine qui est une bonne nouvelle pour les planteurs. Je suis un homme particulièrement heureux. La filière Anacad est résolument engagée avec l'ensemble de ses acteurs, les producteurs, les acheteurs, les transformateurs, les exportateurs, à jouer sa partition dans la structuration de l'économie ivoirienne. Dans la dynamique de la production, la dynamique de la transformation doit suivre. Avec une capacité initiale de 20 000 tonnes l'an, l'usine va atteindre les 50 000 tonnes d'ici 2027. Un emploi direct aujourd'hui pour 1250 personnes. Pour le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, tout ceci cadre bien avec la volonté d'Alassane Ouattara qui a opté pour la transformation de la moitié de production agricole sur place. Au moment où le président accédait au pouvoir, on était seulement à 50 000 tonnes de produits transformés au niveau de la noix de cajou. Aujourd'hui, on parle de capacité d'installation de l'ordre de 350 000 à 400 000 tonnes. Cela est impressionnant. Notre pays est désormais une porte ouverte grâce à laquelle les investissements se font parce qu'il y a à la tête de ce pays un homme qui donne confiance. La Côte d'Ivoire est le premier producteur et premier exportateur de noix de cajou dans le monde avec 1 300 000 tonnes. Le pays est également le premier transformateur en Afrique avec 350 000 tonnes. 12 milliards de francs CFA pour cette usine de transformation de noix de cajou grâce à la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Inde. Le pays noue également d'autres partenariats pour développer le commerce électronique. Une mission conjointe de l'Organisation mondiale du commerce et de la Banque mondiale est à Abidjan pour échanger avec le gouvernement sur les enjeux justement du commerce électronique. Le ministre du Commerce de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, a plaidé pour le renforcement de l'infrastructure numérique et aussi pour l'accroissement des financements au profit des acteurs. Lancine Bakayoko. Au menu des échanges, le soutien potentiel de l'Organisation mondiale du commerce et de la Banque mondiale dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de promotion du commerce électronique.
Selon le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, les besoins de la Côte d'Ivoire se résument en 3 points. Le premier axe porte sur l'infrastructure numérique. Le deuxième axe porte sur le renforcement de la compétence, c'est-à-dire la compétence numérique. Et le troisième axe, c'est sur la problématique en fait, du financement. Cet accompagnement des institutions internationales se situe dans le cadre de l'initiative qui vise à soutenir les efforts déployés par les pays africains en matière de commerce électronique. Notre objectif, c'est de pouvoir construire soit une plateforme numérique qui permet en tout cas de faire ces transactions-là au niveau national et de créer, pourquoi pas même demain, des galeries virtuelles où des opérateurs peuvent faire des opérations, etc. Tout ceci permet en fait de pouvoir lutter contre la pauvreté et également de créer des emplois. Avec l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale ZLECAf, le commerce électronique devrait élargir les partenariats et favoriser l'inclusion financière. Nous ne sommes plus qu'à 4 jours de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Ouvrant donc le chapitre Cannes ce soir dans la commune de Yopougon, le conseil municipal a initié une tournée de sensibilisation et d'information. La salubrité au quotidien et particulièrement en cette période de grands rassemblements est au cœur de toutes les rencontres. Jean-Marc Diadji. C'est sous une pluie fine et une température de 26 degrés Celsius que la délégation du maire Adama Bictogo effectue sa tournée dans la commune de Yopougon. Destination, les quartiers situés sur la route de Dabou, sortie ouest d'Abidjan. Cette voie longue de 19 km fut ces dernières semaines sujette de cas d'insalubrité. Les travaux d'assainissement initiés par la mairie étant en cours, le conseil municipal est sur les lieux. Marchés, ruelles et secteurs environnants de la route de Dabou, tous sont passés au peigne fin. Les pieds dans la boue, le maire Adama Bictogo est aux côtés de ses administrés. Il sensibilise et s'enquiert de leurs préoccupations. Objectif, promouvoir la salubrité dans sa commune et en faire une vitrine. Après une réunion avec la NAGED, avec ECO et Burni, j'ai donc souhaité avec eux visiter moi-même les sites. Il était bon pour moi, pour la commune de Yopougon que je dirige en tant que maire, de m'assurer qu'au niveau de Yopougon, les travaux avancent conformément au cahier de charges. Il était bon aussi de nous assurer qu'au plan de la salubrité, que tous les moyens ont été mis en place pour permettre à notre commune non seulement d'être propre pour la Cannes, mais d'être définitivement propre. La Coupe d'Afrique des Nations arrive à grands pas en Côte d'Ivoire. Le premier magistrat de Yopougon compte impliquer les forces vives de sa localité. J'en repars très satisfait, mais en même temps, je mesure le niveau de travail et de sensibilisation que nous devons faire ici à Yopougon. Je voudrais aussi inviter tous les jeunes, toutes les populations à comprendre que la propreté de notre commune commence par nous-mêmes. En prélude à la Cannes, les communes du district d'Abidjan sont passées à la phase active de l'opération de libération des emprises sur des grandes artères de la ville d'Abidjan. La cité de Yopougon compte se mettre en première ligne de cette action éco-citoyenne. Ces programmes de salubrité dans les différentes communes s'étendent également aux abords de la lagune Ébrié. Le gouvernement entreprend une opération de curage des caniveaux, d'assainissement de ces zones et aussi de traitement des mauvaises odeurs. Grâce Kando. Une rencontre entre les ministres de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique et celui de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité pour mettre fin aux mauvaises odeurs autour de la lagune Ébrié. Objectif, renforcer le traitement de ces nuisances olfatives en urgence dans le cadre de la Cannes. Les sources ont été identifiées. Il s'agit notamment de la baie du Cocody, des canaux d'évacuation des eaux usées. À cela s'ajoutent les émissions de mauvaises odeurs émanant de l'élevage du port dans la zone aéroportuaire de Port-Boué. Il y a des solutions qui existent que nous allons renforcer. Ça veut faire en sorte que quand on parcourt Abidjan, on ne sente plus d'odeur. Il y a des solutions à moyen terme. Il y a des sources d'émission de ces odeurs-là qu'il va falloir traiter. Et puis, il y a des solutions de long terme qui concernent l'assainissement du Grand Abidjan. Il y a des études préalables qui vont être faites et c'est ce qui va permettre de régler définitivement la question. Et déguerpir tous les opérateurs qui sont aux alentours, qui sont sources de nuisances olfactives, et faire en sorte que les effluents d'eau usée
qui atterrissent dans ce canal d'Anoumabo, que ces effluents soient dirigés vers des stations de traitement. Donc ça fait partie des solutions à long terme. Le gouvernement est en train de mobiliser des gros moyens. Nous avons un grand projet qui est en cours déjà, le projet d'assainissement et de résilience urbaine qui a démarré, qui touche ces questions d'assainissement-là, traitement des eaux usées et des eaux de pluie. Il y a une question d'incivisme. On prend l'exemple des caniveaux. Les caniveaux sont faits pour recevoir des eaux de pluie. Mais quand on met des ordures là-dedans, ou quand on connecte nos toilettes au caniveau, naturellement, ces eaux usées et ces ordures vont terminer leur course dans la lagune. Donc il y a une part de sensibilisation de nos compatriotes. Ça aussi, on travaille là-dessus. Autre solution envisagée, entre autres, par les deux émissaires du gouvernement, le curage et l'ouverture du canal d'Anoumabo et le traitement en continu de mauvaises odeurs. Des questions de météo préoccupent également en cette période de Cannes, mais la Sodexam rassure, les précipitations seront assez faibles, pas de quoi perturber la grande messe du football africain en terre ivoirienne. Grâce Kando. Abidjan, aux couleurs de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le coup d'envoi prévu ce samedi au stade Alassane Ouattara de Bimpe va opposer la Côte d'Ivoire à la Guinée-Bissau. En ce qui concerne la tenue des différentes compétitions au niveau national, pas d'inquiétude à se faire en termes de pluviométrie, rassure la Sodexam. Nous sommes en période d'harmattan, où dans la partie nord, il y a encore un peu de poussière, la fraîcheur la nuit. Dans la partie sud, nous sommes toujours dans la période d'harmattan, mais qui s'est un peu repoussé dans les terres, qui a laissé place à ces pluies-là l'après-midi. Mais la saison sèche continue. Cette situation de pluie intermittente que nous constatons les après-midi, quelquefois le matin, mais le plus les après-midi, vont continuer jusqu'à la fin mars. Nous rassurons les populations qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire par rapport à la canne. Ces pluies-là sont normales, elles sont de faible intensité par moment, donc elles ne peuvent pas impacter le développement de cette canne. Il n'y aura pas de difficultés majeures en termes de pluviométrie. La Sodexam met les bouchées doubles dans le cadre de ce rendez-vous africain du football. Cette structure de prévision météorologique sollicite l'expertise de la Météo France internationale. On va avoir un ensemble de prévisionnistes qui vont être déployés dans l'ensemble des installations sportives. Donc ils vont nous remonter de l'information ici au centre d'expertise de la Sodexam. Et ensuite, on va avoir une discussion permanente avec les prévisionnistes. Et ces prévisionnistes ensuite vont accompagner l'organisation localement et en concertation avec ce que nous on observe avec une vue plus globale au niveau de la Sodexam en termes de supervision. Nous avons installé des systèmes, des dispositifs de mesures météorologiques sur chaque stade qui vont nous donner en temps réel la situation météorologique et tout ça combiné. Nos experts vont faire des prévisions, des alertes par anticipation aux différentes populations, aux organisateurs, en vue vraiment de maintenir la surveillance sur les différents stades pendant les matchs, avant, pendant et même après les matchs pour que les populations puissent rentrer chez elles sans difficulté. Depuis le mois de novembre, la période sèche a démarré et va se poursuivre jusqu'à la mi-mars selon la Sodexam. Et l'on se prépare également au niveau du JSPM. Le groupement sapeurs-pompiers militaires voit ses capacités opérationnelles renforcées. À quelques 4 jours de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations, les soldats du feu viennent d'acquérir 55 engins constitués de véhicules de secours d'urgence, d'ambulances de réanimation, de véhicules de liaison et également de transport des troupes. Abou Sanogo. Membre de commission santé et sécurité du COCAN et acteur majeur de la sécurisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 dans le domaine de la gestion des risques et l'organisation des secours, le JSPM vient d'acquérir du COCAN 55 engins sur les 67 attendus pour assurer la protection des biens et des personnes à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Ces équipements sont constitués de 16 véhicules de secours d'urgence, 8 ambulances de réanimation grande capacité, 8 fourgons pompe-tonnes, 7 véhicules de secours routiers, 5 fourgons mousse grande puissance, 3 véhicules de liaison et 3 véhicules de transport de troupes. Des moyens parfaitement adaptés aux événements grand public visités par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, qui a tenu à s'enquérir de l'état de préparation des hommes et des moyens pour ce rendez-vous
puis un tour à l'amphithéâtre où le plan de déploiement est présenté. Les pompiers militaires seront présents sur les voies de communication dans toutes les villes hautes de la compétition. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, les a encouragés. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires, au regard de sa mission, sera donc particulièrement sollicité. Mais en même temps, il faudra à ce groupement continuer d'assurer ses missions quotidiennes de service aux populations ivoiriennes. Je voulais donc m'assurer que tous les moyens additionnels qui avaient été demandés à cet effet par le groupement des sapeurs-pompiers militaires avaient été livrés en quantité et en qualité. Et je peux dire que je repars satisfait. Je rendrai compte au ministre de ce que le GSPM a atteint le niveau opérationnel souhaité pour assurer des services de qualité au cours de la CAN 2023. Les sapeurs-pompiers militaires engageront 1020 personnels, dont 290 pour la commission santé et 730 pour celle en charge de la sécurité. Tout comme les soldats du feu et bien d'autres entités ivoiriennes, le diffuseur hôte de la compétition s'équipe également. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, s'est rendu dans les locaux de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Amadou Koulibaly a passé en revue les équipements acquis par le groupe afin de relever tous les défis liés à cette CAN. C'est Forazegui. Amadou Koulibaly, le ministre de la Communication dans les locaux de la RTI, Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne. L'objet de sa visite, la CAN, Coupe d'Afrique des Nations. Avec Fosseni Dembélé, le directeur général, il passe au crible tous les équipements qui serviront à la diffusion de cette CAN. 10 quarts acquis au total pour permettre aux téléspectateurs de vivre en temps réel la fête du football africain. La RTI a été choisie comme diffuseur hôte. Il était important que l'État puisse donner à la RTI les moyens d'assumer pleinement ce rôle de diffuseur hôte. C'est en cela qu'un ensemble d'équipements a été acquis. C'est des camions de dernière génération qui font des productions à haute définition, donc en HD pour apporter donc le jargon technique. Et ça permet en tout cas à la RTI donc d'être au niveau des grandes télés de par le monde. Et je crois savoir que pour certains de ces équipements, au niveau de la sous-région, nous sommes les seuls à en avoir donc autant. Une visite soldée par un message fort à l'endroit des Ivoiriens et des téléspectateurs. Ils sont invités à suivre le diffuseur hôte qui va produire des images en haute définition avec un contenu de qualité. Je voudrais juste me faire écho donc, de cet appel que le président a lancé. Il nous a donné déjà le là. Il souhaite que ce soit la plus belle CAN jamais organisée. La plus belle CAN jamais organisée suppose des populations ivoiriennes qui déploient leur sens de l'hospitalité, mais également des populations ivoiriennes qui sont mobilisées autour de cet événement et qui sont surtout mobilisées autour de leur équipe. On peut le dire, la RTI, radio-télédiffuseur hôte, a mis les petits plats dans les grands et n'attend plus que le coup d'envoi ce samedi 13 janvier 2024 au stade Alassane Ouattara des Bempé. Et pendant cette période du 13 janvier au 11 février, toute l'Afrique sera représentée en Côte d'Ivoire. Ce sera donc une période de forte consommation. Les acteurs du secteur vivrier s'activent afin de ravitailler les différents marchés. L'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers a sillonné les marchés de gros et de détail. 2 points importants au tableau, la disponibilité des produits et aussi le respect des prix. Frédéric Oulaï et Didier Nguessan. Il est 5 h du matin et déjà difficile de se frayer un passage au marché de Siporès, Nouveau Goudron dans la commune de Yopougon. Botte aux pieds, dans la boue, ces commerçants bravent la nuit pour s'approvisionner. Les produits vivriers sont déchargés. Le marché grouille de monde. Ce site de commercialisation de produits vivriers comprend environ 10 marchés de gros et de détail. Ces marchés reçoivent la visite nocturne de l'OCPV, l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations
en terre ivoirienne. Je voudrais dire à tous nos frères qui viennent en Côte d'Ivoire pour la CAN de se tranquilliser. Parce que nous avons à manger en Côte d'Ivoire. Donc on leur dit bonne arrivée dans le pays d'accueil qui est la Côte d'Ivoire et que Dieu fasse que tout se passe dans la paix, dans la tranquillité. La Côte d'Ivoire a mangé. Tous les jours, il y a les remorques qui déchargent, 5 à 10 remorques ici. Donc le seul marché même peut les nourrir. Il ne faut même pas ils vont craindre. Ils vont manger, ils vont partir à le nom de la Côte d'Ivoire, comme toujours ça a été. Pays hôte, la Côte d'Ivoire entend assurer la sécurité alimentaire des supporters des pays qualifiés pour la compétition. La Côte d'Ivoire reçoit la CAN. Évidemment, la population va croître en Côte d'Ivoire. Notre visite ce matin avec le secteur vivrier, c'est pour manifester la volonté du chef de l'État qui est de rassurer la population que tout le monde aura suffisamment à manger et à moindre coût. La présidente des coopératives rassure quant à la mobilisation des acteurs du vivrier à accompagner le gouvernement pour la réussite de l'événement. Nous avons déjà travaillé avec nos producteurs pour leur dire qu'il y a la CAN et que le pays sera vraiment submergé. Il aura assez d'étrangers et il faut qu'ils mangent. Quand on dit CAN, quand on dit même que le joueur joue bien, mais Boroville ne s'arrête pas, hein. Il faut qu'il soit rassasié. Et donc, ils nous ont compris. Tout ce qu'ils avaient mis en réserve vont venir et nous les avons aussi parlé de la baisse des prix. De 7 gros camions d'approvisionnement par jour, le nombre est passé à 15. La CAN est l'opportunité pour le pays hôte de présenter les différents mets et le savoir-faire culinaire ivoirien. Ces acteurs bénéficient également de subventions du gouvernement pour approvisionner les marchés. Approvisionnement en produits vivriers, approvisionnement également en produits sanguins pour tout besoin en cette période de grands rassemblements. Le mouvement Aruna Kone, en soutien au COCAN, a initié une opération de don de sang et également une opération de grande marche sportive dans la commune d'Abobo. Il s'agit tout simplement d'impliquer et de mobiliser les populations. Le reportage est signé Arsène Kouassi. L'ex-international ivoirien Aruna Kone continue d'accentuer la mobilisation autour de la Coupe d'Afrique des Nations qui débute dans moins d'une semaine. Et cela s'est à nouveau traduit par une marche sportive à Abobo, organisée par le mouvement qui porte son nom et qu'il a mis en place en soutien au COCAN. Parti du rond-point de la gendarmerie à Avocatier de Pont-Neuf pour revenir au point de départ, les participants ont arpenté les artères de la commune sur une distance de 4 km. Une séance de fitness et de relaxation était également au programme. Quand le président a dit à tous les Ivoiriens de s'approprier de l'organisation de cette CAN, que j'ai eu l'idée de mettre cette organisation en place pour pouvoir soutenir le COCAN dans l'organisation. Parce que l'organisation de la CAN, c'est une affaire de tous les Ivoiriens. Et comme je suis un ex-éléphant, j'ai voulu aussi participer à cette organisation. Donc aujourd'hui, nous avons pu organiser le mouvement pour avoir 6 coordinations autour des 6 stades. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 5000 bénévoles. Et nous, nos bénévoles sont chargés d'aller vers la population pour aller leur expliquer les enjeux afin qu'ils puissent aller au terrain. Parce qu'il y a un challenge de mobilisation qui s'impose à nous. Et ce challenge de mobilisation va au-delà même des matchs des éléphants. Il faut amener les Ivoiriens à aller assister à tous les matchs de la CAN pendant les 1 mois. Pour qu'enfin, qu'on sache que la Côte d'Ivoire, c'est un pays de football. Outre ces activités sportives, le mouvement Mass COCAN a initié une opération de don de sang, convaincu que ces dizaines de poches collectées serviront à sauver des vies. Et les initiatives se multiplient autour de cette grande rencontre du monde sportif. Nous vous proposons d'aller à la rencontre de ce Marocain. Il a décidé de rallier la Côte d'Ivoire à vélo en soutien à son équipe nationale. Et il a mis 4 mois pour regagner Abidjan, où il a été accueilli par la communauté marocaine. Il continue maintenant son périple à vélo vers San Pedro, où les Lions de l'Atlas vont disputer leurs différents matchs. Ismaël Evradeo et Davis Oyo. Ces images ont fait le tour des réseaux sociaux. Et pour cause, Abderrahim, la quarantaine révolue, a quitté la ville de Sidi Kassim au Maroc il y a 4 mois à vélo pour la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire. Un périple à coups de pédale pour soutenir les Lions de l'Atlas, l'équipe nationale marocaine, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. À peine arrivé, nous le rencontrons à Trècheville, précisément à l'avenue 12. Ici, l'attend Chérif, le président du Conseil des Marocains résidant en Côte d'Ivoire.
Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée-Conakry sont les pays traversés par Abderrahim. J'étais très bien accueilli, j'ai fait la traversée, j'ai parcouru beaucoup de pays. À chaque fois que je traverse les communes, les quartiers, je suis très bien accueilli. Tout le monde veut prendre des photos avec moi. Je suis bien chez moi en Côte d'Ivoire. Si ce patriote a pu tenir tout au long de son trajet, c'est grâce à ses provisions. Chaque sac contient des éléments bien précis. Il y a tout ce qui est huile, sucre, miel. Bon, ici, là, il y a le sac de couchage. Il y a le panneau solaire pour mes trucs électroniques, mon téléphone, tout ça là. Comme ça, je suis toujours connecté. Au même moment, un autre supporter marocain tout aussi déterminé fait son apparition. Ounis, 30 ans, a quitté Casablanca il y a 45 jours en autostop pour allier Abidjan. Une première pour ce jeune informaticien, inconditionnel supporter de l'équipe nationale marocaine. Je viens ici, c'est pour le CAN et je veux voir la fête. Et tu sais, le Maroc est le 4e du monde. Il va faire quelque chose de... Et depuis tout à l'heure, là, chaque passant qui passe, il voit le vélo, il reconnaît déjà le monsieur parce qu'ils ont suivi sur les réseaux sociaux quand il est arrivé, comment il était accueilli. Tout le monde vient prendre les photos avec lui. Le frère aussi, il est venu en autostop, c'est la même chose. C'est une fierté pour nous. On tire notre chapeau à ces jeunes qui aiment leur pays de cette façon. C'est extraordinaire. Nous sommes ici pour les encourager. Et Inch'Allah, on va faire tout notre possible pour accueillir les supporters qui vont venir. À vélo ou en autostop, Abderrahim et Ounis comptent bien pousser Achraf Hakimi et ses coéquipiers à la victoire. Mais pour l'heure, un repos bien mérité attend nos deux supporters marocains avant l'entrée en liste du Maroc face à la Tanzanie le 17 janvier prochain au stade Laurent Pokou de San Pedro. Et c'est un périple qui continue, je vous le disais, il poursuit son chemin, toujours à vélo vers San Pedro. Ici à Abidjan, une vaste opération de libération du domaine public a démarré aujourd'hui sur la voie express de l'autoroute du Nord. Les constructions sur les caniveaux, les garages anarchiques, les cimetières pour gros camions et autres réalisations qui ne respectent aucune norme ont été démolies par le district autonome d'Abidjan. Aucun point n'est laissé au gré du hasard pour la réussite de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le groupe de réflexion islamique et ésotérique a formulé des prières spéciales pour la CAN lors de la célébration du Maolid. Pargassoro Kone. Ils sont des milliers de fidèles musulmans venus s'abreuver au plus des valeurs morales et spirituelles du messager des dieux afin de parfaire leur conduite. La 16e édition du Giga Maolid, événement religieux de grande envergure, organisé par le groupe de réflexion islamique et ésotérique Grise, à sa tête, Cheikh Malik Konate, a eu pour thématique cette année la bénédiction, la clé de la réussite du musulman. J'ai dit aux jeunes gens de s'accrocher au zikr. Lorsqu'on fait des prières, vous allez voir automatiquement, vous commencez à graver des échelons. Ces échelons-là, lorsque vous allez arriver au dernier échelon, vous allez voir que Dieu, il est là devant vous. Je ne peux que les remercier de cet accueil et que Allah accepte tout ce qu'ils font pour la propagation de l'islam. Dignitaires religieux et cadres musulmans encouragent la consolidation de l'unité fraternelle. Le message que nous donnons au sortir de ces Maoulides, c'est le message de l'unité, l'union des musulmans. Parce que c'est ce que Dieu nous recommande dans le Coran. Nous sommes très heureux de participer au nom de son Excellence Kanga Kamara, la présidente du Sénat, maire de notre grande commune. Les guides religieux doivent prier pour la stabilité de la Côte d'Ivoire et surtout le grand rendez-vous que nous sommes en train d'attendre le 13 de ce mois, la CAN. C'est une très belle initiative. Voilà, parce que prier pour les musulmans et les non-musulmans, et prier pour la Côte d'Ivoire, prier pour l'Afrique et le monde entier, c'est à saluer. Depuis 2001, le Giga Maolid d'Abidjan reste au fil des années le plus grand événement commémorant l'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam en Côte d'Ivoire. Cette édition a été marquée également par des prières pour la réussite de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 qui se joue dans notre pays, la Côte d'Ivoire.
Dans l'actualité politique, après les dernières élections locales et sénatoriales, les candidats indépendants initialement issus du RHDP font machine arrière et regagnent leur maison d'origine. Ils ont été accueillis par le président du directoire qui invite à l'unité au sein du parti. Sidonie Davila. Malgré la consigne claire du parti interdisant toute candidature indépendante, certains militants du RHDP ont choisi d'aller en rang dispersé lors des élections locales et sénatoriales précédentes, défiant ainsi la ligne directrice établie. Au nombre de 338 candidats, ils décident de faire volte-face dans une démarche de réconciliation. Leur souhait de retour au sein du parti s'accompagne de mea culpa publics, exprimant des regrets quant à leurs actions passées. Excellence, Monsieur le Président, cher papa, nous implorons votre clémence, votre bienveillance et votre mansuétude pour la levée totale des sanctions politiques administratives et la réintégration de vos enfants au sein des instances du parti. Par ma voix, je viens au nom des 338 militants et candidats indépendants RHDP sanctionnés pour vous réaffirmer que notre engagement, oui, notre engagement au RHDP n'a jamais vacillé ni varié. Une démarche appréciée et saluée par les membres du directoire. Le RHDP est une famille. Là, la branche sur laquelle nous sommes assises, tous, c'est la même branche qui prend sa source dans l'arbre qu'est le président Alassane Ouattara et le RHDP. Soutenons-nous, restons forts sur cette branche. Pour le président du directoire du RHDP, l'unité du parti reste primordiale face aux enjeux nationaux. Le président du parti, vous le savez, est un bon père de famille, fidèle à sa conduite de tolérance, d'ouverture et de rassemblement de toutes les filles et de tous les fils de notre grand parti. C'est pourquoi, en tant que président du directoire, je me réjouis de vous voir reprendre le chemin, le droit chemin, celui de la discipline, de l'unité et du rassemblement, si cher à notre président. Le sort de ces candidats indépendants du RHDP sous discipline sera connu jeudi prochain. Faire la promotion de la lecture auprès des plus jeunes à l'ère du numérique, la tâche est ardue, mais l'écrivaine Anzata Ouattara n'a pas hésité à s'y mettre. Elle visite les collèges et lycées pour des rencontres avec les élèves. Les étapes de Dimbokro et de San Pedro avec Jean-Marc Djadji. Dédicace de livres au lycée moderne d'Imbokro. C'est par cette initiative que la journaliste écrivaine Anzata Ouattara entame la 7e édition de Les Coups de la Vitour, sa caravane nationale de littérature pour promouvoir le livre dans les lycées et collèges du pays. La lecture à l'ère du numérique est au menu des échanges. Au vu de cette sensibilisation, le corps pédagogique de cet établissement ne reste pas indifférent. Les écoles, la ville de San Pedro, est la deuxième étape de la tournée d'Anzata Ouattara. Elle est soutenue dans cette tâche éducative par deux auteurs, Adaye Tano et Aminata Konisisi. L'éducation par le livre est une priorité pour l'écrivaine Anzata Ouattara. Concours de dictée, lecture, séances de fitness et jeux littéraires ont meublé cette caravane, Les Coups de la Vitour, 7e édition. Et puis en France, il devient le plus jeune Premier ministre de la Ve République. Gabriel Attal a été désigné par le président Emmanuel Macron pour prendre la suite à Matignon. Contrairement à ses concurrents pour le poste, Gabriel Attal dispose d'une certaine popularité auprès des Français et il est chargé de former un nouveau gouvernement. Et voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Bonsoir.